Libéria, où se tiendront demain mardi les élections générales, la campagne a pris fin pour les 20 candidats en lice pour succéder à la présidente Ellen Johnson Sirleaf. On en parle dans ce journal. Au Niger, les députés ont entamé les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2017, une session qui s'ouvre sur fond de tensions sociopolitiques dans le pays. Et puis au Zimbabwe, alors que son parti ZANU-PF se divise autour de sa succession, Robert Mugabe annonce un remaniement de son cabinet pour cette semaine. C'était lors d'un rassemblement de ses militants. Nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Encore quelques jours et les Libériens pourront connaître leurs nouveaux dirigeants. Ils sont appelés aux urnes demain mardi pour élire le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Un scrutin qui s'annonce plutôt très ouvert. Reportage. Plus de 2 millions de Libériens sont attendus aux urnes mardi prochain pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf. Les bureaux de vote ouvriront leurs portes de 8h à 18h GMT. Le scrutin présidentiel se déroule en 2 tours à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour. Outre leur nouveau président, les électeurs auront également la lourde tâche de choisir parmi 20 candidats pour renouveler la Chambre des représentants. Contrairement à la présidentielle, les législatives ne comportent qu'un seul tour. Les premiers résultats des élections sont attendus dans les 48 heures qui suivront la fermeture des bureaux de vote selon la commission électorale. Ce double scrutin est le premier test pour l'armée et la police libérienne qui devront en assumer la sécurité pour la première fois depuis que les casques bleus de l'ONU en voie de retrait du pays leur ont rétrocédé cette responsabilité en 2016. Il faut dire que la campagne a pris fin hier pour les candidats à la présidentielle au Libéria. 20 candidats sont en lice pour succéder à la présidente Ellen Johnson Sirleaf qui s'apprête à passer la main après 12 années à la tête de ce pays. Parmi les candidats figurent l'ancien footballeur George Weah, le vice-président Joseph Boakai ou encore l'ancien cadre de Coca-Cola Alexander Cumming. Le Libéria, faut-il le rappeler, est un pays anglophone d'Afrique de l'Ouest meurtri par 14 ans de guerre civile puis par l'épidémie d'Ebola dont il peine à se redresser. Je vous propose de suivre ici des extraits de déclarations de quelques candidats en lice pour cette présidentielle libérienne. Ce sont des propos tenus quelques heures avant la fin de la campagne électorale. Personne ne devrait avoir peur du changement. Moi-même, je ne l'ai jamais été. Regardez ma vie. Je suis passé de footballeur à homme politique. Vous pouvez, vous aussi, être cette personne. Nous sommes pareils. Si vous regardez vos visages aujourd'hui, je sais que vous pouvez vous identifier à mon parcours. Weah, qui parle de changement, n'est pas du tout à la hauteur. On parle de gouvernance ici, pas de sport. Moi, en tant qu'avocat, comparé aux autres candidats, je suis la personne à qui l'on prête attention. Monsieur Taylor sera toujours un troublion si on lui en laisse l'opportunité. Et qu'est-ce que notre gouvernement fait? Pas grand-chose, je trouve. Nous commençons à perdre confiance dans les capacités de nos forces de sécurité à créer un environnement pour des élections pacifiques. Avec toutes les ressources que nous avons, avec le potentiel que nous avons au niveau de l'agriculture et des mines, nous ne devrions pas être dépendants de l'aide étrangère. Au Niger, les députés ont entamé en début de week-end les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Au titre, il faut le préciser, de l'année 2017. Une nouvelle session qui s'ouvre sur fond de tensions socio-politiques dans le pays. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. En ouvrant les travaux de l'Assemblée nationale de session budgétaire, le président du Parlement nigérien a invité les acteurs politiques à un sursaut patriotique. Il faut, a-t-il dit, dépassionner les débats, cesser les invectives et attaques de toute règle à travers les médias et réseaux sociaux. Nous entretenons ainsi un climat de campagne politique permanent, au lieu que chacun d'entre nous se mette à jouer le rôle que notre Constitution lui assigne.
les nouveaux moyens de communication. Au lieu d'être une opportunité à saisir pour améliorer notre vécu quotidien, semble être un vecteur de fausses informations, de menaces sur notre quiétude individuelle et collective. Au lieu d'être des instruments de liberté, ces moyens, par l'usage détourné qu'il en est fait, menacent notre liberté. Il n'est pas juste aux honnêtes pères de famille qui ne soient poussés au désespoir par un usage malhonnête de ces instruments. Un message de sagesse positivement apprécié par l'opposition, mais qui rappelle tout de même que c'est la majorité qui est passée maître dans l'art de combiner et complots de tout genre. Il a insisté particulièrement sur la propagation de ce que nous pouvons appeler les fausses rumeurs. On sait que depuis un certain temps, les gouvernants sont passés maîtres dans la propagation de fausses rumeurs. Vous vous rappelez encore, pour être court, de ce montage grossier et grotesque de faux coups d'État. Dans ce montage-là, des citoyens dont nous-mêmes avons été incarcérés 15 mois durant. Au niveau de la majorité parlementaire également, on salue le discours du président de l'Assemblée nationale qui fait une radioscopie du comportement des acteurs politiques nigériens, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Ce n'est pas parce que nous sommes en démocratie que tout est permis. Un point important, très important, en tout cas pour la communauté, c'est la sécurité. Ce n'est pas les intrigues, les coups bas et autres. Même si nous faisons la politique, il faut en tout cas rendre à César ce qui lui appartient. On ne doit pas, au nom de la politique, au nom de parce que je suis de telle coloration ou telle coloration, un peu encore allumer le feu. Moi, c'est que je suis content, je suis très content et très satisfait du discours du président de l'Assemblée nationale. Pendant 3 mois, les députés nationaux vont examiner et adopter plusieurs projets de loi, dont la loi des finances 2018, arrêtée cette année à plus de 1900 milliards de francs CFA. Un budget en hausse de 2,45% par rapport à 2017. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, s'est adressé durant le week-end aux jeunes soutiens de son parti. Une rencontre au cours de laquelle il a laissé entendre qu'il procédera à un remaniement de son cabinet cette semaine. Le chef d'État a fait ces déclarations dans un contexte où son parti, ZANU-PF, se divise autour de sa succession. Voici les images. Robert Mugabe pourrait procéder à un remaniement de son cabinet cette semaine. C'est une annonce faite aux jeunes soutiens de son parti ZANU-PF lors d'un rassemblement ce week-end. Une déclaration qui intervient alors que le parti au pouvoir est divisé sur sa succession. Bien que nous ayons désigné certaines personnes à certains postes, se sont-elles tenues aux exigences de leur position ? Nous allons passer en revue cela au sein du parti et au sein du gouvernement. Et la semaine prochaine, il pourrait y avoir du changement dans le gouvernement. Le président Mugabe a également dénoncé la guerre autour de sa succession, qui a repris de plus belle avec une passe d'armes au sommet de l'État entre le vice-président Emmerson Mnangagwa et la première dame Grace Mugabe autour d'une mystérieuse rumeur d'empoisonnement. Nos différences sont discutées en interne. Elles nous regardent et n'ont pas à être discutées à l'extérieur et à engendrer des insultes. C'est une honte. Peu importe combien vous vous sentez offensé, amenez votre problème ici et nous en discuterons et trouverons une solution au sein du parti. Le bras de fer entre Emmerson Mnangagwa et Grace Mugabe se jouait jusque-là à huis clos. Il a pris la semaine dernière un tour aussi public que violent. En effet, hospitalisé d'urgence en août dernier en Afrique du Sud, le vice-président a affirmé qu'il avait été victime d'une tentative d'empoisonnement. Au Nigeria, le village de Egba, dans l'état de Benue, abrite plus de 100 veuves. Leurs maris ont été tués en 2015 après un différend foncier avec un village voisin qui s'est transformé en un sanglant conflit.
Depuis, les femmes luttent pour nourrir leurs familles et leurs enfants. Le Comité international de la Croix-Rouge a distribué des semences et des fertilisants pour les aider à se reconstruire. Reportage. Le village d'Egba dans l'état de Benue, au Nigeria, abrite plus de 100 femmes dont les maris ont été tués en 2015 après un différend foncier avec un village voisin qui s'est transformé en un sanglant conflit. Depuis, les femmes luttent pour nourrir leurs familles et leurs enfants. Et pour les aider à se reconstruire, le Comité international de la Croix-Rouge leur a distribué des semences et des fertilisants. Les choses qu'ils nous ont données, c'est du riz, des haricots, du maïs. Nous les avons plantés et nous les mangeons maintenant. La vie était bonne quand nous sommes arrivés ici pour la première fois. Il n'y avait pas de problème. Les enfants allaient tous à l'école. Mais lorsque la crise a commencé, tout a changé. À cause des violences communales, tellement d'hommes ont été tués dans ce village. Plus de 100 hommes ont été tués et ces hommes subvenaient aux besoins de leur famille. En raison de ce qu'il s'est passé, les femmes sont devenues vulnérables. Nous leur donnons des fertilisants et des graines. Juste pour commencer, nous leur avons donné 100 kg d'engrais, nous leur avons donné 10 kg de plants de riz améliorés. Nous leur avons également donné 5 kg de haricots et 5 kg de maïs. Hors du continent africain, déjà 2 semaines que se sont tenues des élections en Allemagne. Après sa victoire étriquée, Angela Merkel a entamé hier dimanche de difficiles tractations, ce en vue de former un gouvernement. Plus de précision à travers ces images. Samedi, en Allemagne, Angela Merkel a tenu un discours devant la jeunesse de son parti conservateur, la CDU. Un courant qui s'est montré critique par le passé du cap au centre de la chancelière allemande et contre lequel de plus en plus de voix s'élèvent du fait du résultat mitigé des législatives. À l'occasion, la chancelière a confirmé que des discussions allaient être menées avec les libéraux et les écologistes en vue de former une nouvelle coalition gouvernementale. Je pense qu'il est évident que le SPD, à un niveau fédéral, n'est pas capable de gouverner pour l'instant. C'est pourquoi je nous conseille à tous de ne pas perdre d'énergie là-dessus et de nous concentrer sur ce qui nous attend. Tout d'abord, entre la CDU et le CSU, et ensuite entre le FDP et les Verts. La CSU exige que soit instauré un quota maximum de 200 000 réfugiés accueillis en Allemagne par an. Et ni la chancelière, ni les libéraux, ni les écologistes ne veulent en entendre parler. Les discussions devraient entrer dans le vif du sujet d'ici à quelques jours, mais ne devraient pas aboutir à la formation d'un gouvernement avant la fin de l'année. Ces échanges sont menés avec en toile de fond la tenue à venir le 15 octobre d'une élection régionale en Basse-Saxe à haut risque pour la CDU. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.